hors série, les dossiers BFM Business. L'épargne, moteur de la reprise, présenté par Stéphane Pedretti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce hors-série consacré à l'épargne des Français. Elle a littéralement explosé l'an dernier en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement. 130 milliards d'euros supplémentaires ont été épargnés par les ménages. Après cette année record, les Français vont-ils utiliser une partie de ce montant pour relancer la consommation ? C'est ce que souhaite en tout cas la Banque de France. Mais l'épargne peut aussi, et on va en parler, nourrir la reprise économique, notamment à travers l'investissement. En plateau avec nous, Frédéric Puzin, fondateur de Quorum l'épargne. Bonjour. Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, Caroline Bringan, spécialiste en facteurs humains et approche comportementale. Bonjour. Et Pierre Clasquin, épargnant avisé, on va dire. Vous travaillez dans un grand groupe, mais vous intervenez aujourd'hui en tant qu'épargnant. Frédéric Puzin, vous connaissez bien les comportements d'épargne des Français, puisque vous avez fondé Quorum l'épargne. D'abord, un commentaire sur ce que certains appellent l'épargne Covid, 130 milliards d'euros supplémentaires. Il y a, je crois, à la fois de l'épargne de précaution et de l'épargne contrainte. Oui, et en définitive, il n'y a pas grand-chose de surprenant. Depuis mars 2020, on est face à un environnement extrêmement inquiétant pour nous tous. On ne sait pas de quoi va être fait le lendemain. Et naturellement, et de façon un peu séculaire, les Français, mais les Européens et le reste du monde, vous mettez de l'argent de côté pour préparer l'avenir et faire face à une situation encore pire, d'autant plus que vous ne savez pas quel sera le lendemain. Pour donner un ordre de grandeur, 21% de taux d'épargne en 2020, c'est ce que nous dit l'INSEE. Je crois que c'est à comparer avec 15% sur les années précédentes. C'est énorme, ce surplus. Oui, c'est beaucoup d'argent mis de côté. Et encore une fois, ça se comprend. Alors, ça se comprend aussi dans un contexte où il a fallu faire face à des informations diverses et variées. On a été confinés, déconfinés, reconfinés. Et donc, tout ça, évidemment, entretient cette incertitude et ce comportement. Oui, il y a à la fois de l'argent qu'on n'a pas pu dépenser parce qu'on était confinés et puis, vous l'avez dit, un comportement de prudence. C'est intéressant, et là, je pense que ça va vous faire un petit peu bondir, de voir que les Français n'ont pas forcément choisi les supports d'épargne les plus rentables l'an dernier. On le voit notamment avec le succès du livret A et du LDD, le développement durable. 35 milliards d'euros de collecte supplémentaires l'an dernier, un encours global de pratiquement 450 milliards d'euros, alors que ces placements, en pratique, ne rapportent pas grand-chose. Alors, d'abord, ça ne me fait pas bondir. Ça se comprend tout à fait. Et puis, je pense qu'on a tous eu ce type de comportement, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Ensuite, ce que je note aussi, par exemple, dans les intentions d'épargne, on dit que pour une épargne sans risque, les Français attendent une rémunération de 2,5%. Bon. Je crois que la rémunération du livret A aujourd'hui est de 0,5%. Ouais. On voit qu'il y a un écart entre cette précaution et puis le niveau de performance, et puis en définitive ce qui est perçu. Et puis de l'autre côté du spectre, vous avez 42% des Français qui vous expliquent qu'une épargne en définitive risquée, pour eux c'est 5,2% de rendement, et ils sont prêts à bloquer leur épargne pendant 3 à 10 ans. Donc on voit qu'il y a ces deux extrêmes et que dans les deux cas, on n'est pas forcément bien servi, en tout cas du bon côté de la barrière. Vous conseillez beaucoup de personnes, on en parlera dans quelques minutes. Un mot en parallèle de l'assurance vie. Ça a longtemps été, le placement préféré des Français. L'an dernier, on a enregistré une décollecte de 6,5 milliards d'euros sur l'assurance vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors sur les fonds en euros, on est dans une suite, on va dire, qui dure depuis maintenant une quinzaine d'années, dans laquelle on a une baisse du rendement. Et puis en même temps, on se dit que c'est peut-être garanti, mais il y a peut-être des risques parce que le contexte réglementaire de l'assurance vie a évolué. Donc on voit que ce qu'on appelle l'assurance vie en euros, qui offre un capital garanti, a décollecté. Et en même temps, on observe que l'assurance vie en UC, en unité de compte, donc avec des placements type actions, SCPI ou autres, elle, au contraire, a cru cette année. Donc oui, il y a un double phénomène. On va faire un pas de côté maintenant avec Caroline Bringan, spécialiste en facteurs humains et en approche comportementale. Il y a eu de la sidération en 2020. Les Français ont été confinés, ils ont épargné massivement. Est-ce que pour autant ils ont pris les bonnes décisions ? Dans un contexte de peur, on n'a pas forcément le temps de réfléchir et on le voit bien, l'argent a été plutôt déposé sur les livrets A et les LDD. Mais qu'est-ce qu'une bonne décision en fait ? Et là, tout dépend des profils des personnes. Vous avez des profils... En approche comportementale, on a à peu près 8 profils. Si vous prenez l'un d'eux qui s'appelle le gestionnaire, eh bien, il ne supporte pas de ne pas planifier sa vie, il ne supporte pas d'avoir par exemple, des placements qui ne rapportent pas d'argent ou qui, en tout cas, qui lui font perdre de l'argent. Ouais. Et à ce moment-là, il peut être enclin à faire ce que vous dites, c'est-à-dire à mettre de l'argent sur
quelque chose qui... rapidement disponible, et rassurant. Absolument. Mais ce sera l'inverse pour d'autres personnes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2021, alors qu'on s'éloigne un petit peu de la crise, les Français vont avoir le temps, vont avoir peut-être le recul suffisant pour choisir des placements plus avisés ? En fait, pour choisir des placements plus avisés, il faut ne plus avoir peur, être déjà moins dans l'anxiété. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour ensuite réfléchir et pouvoir aussi se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, il y a une épargne qui est immédiate parce que que sera demain ? Oui. Qu'est-ce qu'il en est ? On l'a bien compris, cette épargne de précaution. Pierre Clasquin, vous travaillez dans un grand groupe, vous êtes un épargnant avisé. Vous, comment est-ce que vous avez réagi en 2020 ? Est-ce que vous avez fait comme tous les Français ? Vous avez épargné davantage ? Alors effectivement, comme tout le monde, il y a un instant de sidération pour revenir à ce qu'on... Personne ne s'attendait à ça. Surtout, on avait une année 2019 qui avait été très bonne, donc potentiellement aussi des réserves pour les investisseurs avisés aussi. Donc il y a une première réaction qui est celle de prudence. Moi, j'agis toujours dans une optique de long terme, en restant opportuniste sur les courts termes. Et effectivement, il y a une première approche de voir un peu ce qui se passe, de voir l'ampleur de ce qui nous advient, honnêtement, avec beaucoup de modestie et d'humilité, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a du mal à voir, même en étant plus ou moins avisé, grand-chose. Et donc, moi, j'ai eu une année qui était plutôt bonne, mais je n'ai pas changé fondamentalement mon comportement. J'ai plutôt essayé d'identifier des opportunités par rapport à cette situation. Alors justement, en quoi est-ce que cette crise a pu guider certains de vos choix ? Typiquement, il y avait des opportunités en bourse. Je pense que sur le sujet, et Frédéric y reviendra, sur le sujet de l'immobilier, ça se voit dans le long terme. Donc, ce n'est pas une crise de ce type-là qui va fondamentalement, qui, en tout cas, me concernant, m'aurait emmené à sortir tout mon patrimoine que j'ai mis dans l'immobilier en disant peut-être que ça va baisser. Je pense que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, qui peut être une réaction un peu instinctive. Et donc là, il faut réfléchir, il faut se faire conseiller aussi, pas avoir de réaction trop abrupte. Et effectivement, avoir une vision positive, parce que des opportunités en 2020, il y en avait aussi. Frédéric Puzin, la question des comportements d'épargne va être importante, j'allais dire centrale en 2021. C'est même au centre du discours politique. Le gouvernement et la Banque de France nous disent que ça peut être l'une des clés de la reprise. Si les Français utilisent une partie de cette épargne pour consommer, ça serait un moteur de la relance, une forme de geste citoyen. Pourtant, l'épargne aussi soutient la croissance. En fait, d'un point de vue macroéconomique, l'épargne, c'est aussi une forme de consommation. C'est-à-dire que dès lors que votre argent, dès lors que ce que vous avez mis de côté repart dans les circuits économiques, ça vient fertiliser globalement l'économie, les activités, ça favorise l'emploi. Et soit on achète des biens de consommation, soit au contraire on place son épargne dans les entreprises sous une forme qui peut être d'ailleurs de l'immobilier, qui peut être des emprunts sous forme d'obligations, qui peut être des actions, qu'elles soient d'ailleurs en bourse ou en direct. Et donc en donnant des moyens aux entreprises, ça va leur permettre d'investir. Et l'investissement d'une entreprise, c'est sa consommation. Donc ça, à nouveau, ça favorise l'emploi, l'économie et l'activité générale. L'épargne permet notamment de financer l'investissement. Et en 2017 et 2018, l'investissement a contribué à la croissance du PIB en France pratiquement autant que la consommation. Bien sûr. Et ça, on le rappelle peut-être pas assez souvent. Oui, alors en plus de ça, la France a un sujet particulier, c'est qu'elle est extrêmement exposée aux importations, évidemment, comparativement à l'Allemagne qui, elle, a plutôt une balance, un excédent positif. Mais néanmoins, tout ce qui va permettre de favoriser cette consommation, mais donc l'investissement également à travers l'épargne, ça va aider l'économie française. On est au début de cette année 2021. Quelles sont vos anticipations pour cette année ? Vous pensez que les Français vont continuer d'épargner massivement comme ils l'ont fait l'an dernier ? Non, je pense que, comme le disait tout à l'heure Catherine, 2021, ça a été la partie de notre cerveau reptilienne qui a agi. C'est-à-dire qu'on s'est protégé, c'est un peu un réflexe. Oui, voilà. Oui. Bon, là, on sort un petit peu de ce schéma-là, c'est-à-dire que maintenant, on est tous habitués à vivre avec des masques, on est tous habitués à aller faire la queue pour juste aller faire nos courses. Donc, il y a une forme de normalité. Et nous, c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forme de normalité de la situation. La vie reprend le dessus. Et je pense que les épargnants vont avoir un peu plus de temps à consacrer à leur épargne sous forme de réflexion. Qu'est-ce que je peux faire d'un peu plus, non pas intelligent, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu plus que le livret A, m'inscrire dans le long terme et quelque part aussi participer à ce que je vais qualifier un effort de guerre. Comment est-ce que je peux rendre mon épargne utile ? Alors justement, c'est votre expertise qui nous intéresse. Quels sont les critères de choix en général des personnes qui souhaitent épargner avec vous ? Est-ce qu'ils veulent d'abord une épargne disponible ? Est-ce qu'ils sont attentifs aux avantages fiscaux éventuels ? Alors, tout d'abord, moi j'ai une conviction profonde, c'est que d'abord on épargne dans ce qu'on comprend. C'est-à-dire que si on ne comprend pas,
je ne veux pas dire qu'il faut fuir, mais il faut se poser des questions. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait de son argent quand on épargne. À quoi sert mon argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'il me revient? Et à quel risque je m'expose? Et de ce point de vue-là, ce qu'on constate, c'est que si je prends l'exemple de la SCPI et des SCPI qu'on gère, la SCPI, en définitive, le mot est très compliqué. SCPI, c'est même un peu un repoussoir quand on n'y connaît rien, c'est même un peu anxiogène. Mais en définitive, quand on explique ce que c'est excessivement simple. C'est votre épargne, on la prend. Elle est agrégée collectivement avec d'autres épargnants et avec ça, on achète des immeubles. Et en contrepartie, cette SCPI touche des loyers qu'elle vous reverse tous les mois sous forme de dividendes. Donc quand on explique ça de cette façon-là, tout devient simple. Si je vous dis, voilà, vous allez mettre votre épargne dans une SCPI, vous n'allez pas plus loin que juste cet acronyme, va jamais vous franchirez le pas. Donc règle numéro 1, bien comprendre les produits d'épargne auxquels on souscrit. Pierre Clasquin, comment est-ce que vous choisissez vos produits d'épargne? Est-ce que vous regardez la rentabilité passée? On le rappelle, la rentabilité passée n'est jamais une garantie sur la rentabilité future. Est-ce que vous êtes attentif à la disponibilité? Est-ce que vous êtes attentif aussi, puisque ça devient une composante importante, aux critères ISR? Alors évidemment, tous ces critères-là, la difficulté, c'est qu'ils sont difficilement atteignables tous ensemble. Donc à un moment, il faut faire des choix. Et le seul choix qu'on puisse faire, c'est finalement d'en sélectionner quelques-uns en fonction des critères et aussi en tenant compte de la diversification et d'attribuer vis-à-vis de son portefeuille d'épargne un certain pourcentage en fonction des classes d'actifs. Le rendement, c'est quelque chose de très important et ça dépend aussi de ses contraintes personnelles. Quelqu'un qui veut préparer sa retraite, évidemment, il aura une sensibilité plus importante. Quelqu'un de plus jeune, la contribution à la montée de son capital sera quelque chose probablement de plus important pour lui. Donc c'est aussi en fonction des cas très particuliers. Mais on a la chance aussi d'avoir des classes d'actifs extrêmement variées qui permettent d'adresser toutes ces problématiques-là. Et encore une fois, avec principalement une perspective de long terme quand on parle d'épargne. Caroline, vous analysez les comportements, vous êtes aussi une épargnante. Oui. Vous confirmez que les critères ne sont pas tous les mêmes en fonction des profils d'investisseurs? Définitivement. Et j'ajoute, ce qui est important pour les années ou les mois à venir, c'est d'ajouter de la flexibilité. Et c'est ce que fait Quorum notamment, de la flexibilité pour intégrer dans l'épargne les aléas de la vie de chacun. On a un emploi, mais on peut mettre que 50 € par mois. Eh bien, est-ce que la SCPI le permet? Et puis, on perd son emploi, on ne peut plus, etc. Donc, la flexibilité est un maître mot pour les mois ou les années à venir, je ne sais pas comment. Frédéric Puzin, beaucoup de professionnels de la finance nous disent désormais que les critères ISR sont devenus incontournables, c'est-à-dire de l'investissement socialement responsable et vis-à-vis aussi de l'environnement. Ça l'est également pour vous? Oui, ça l'est, mais peut-être pas sous la même forme. L'ISR, ça ne va pas être un prétexte. Ouais. C'est-à-dire que ça ne va surtout pas être un prétexte que je vais qualifier de marketing pour faire passer une pilule qui est peut-être des rendements moins performants que le reste du marché ou peut-être une régularité ou une année avec un accident. Donc l'ISR, oui, mais l'ISR véritablement constructif, qui sert à l'économie, qui sert à l'environnement, qui sert à la société de façon générale. Mais ça ne doit pas être un argument. Et la première des choses, c'est qu'un placement de l'épargne, ça doit être rentable, ça doit être régulier dans le temps. Et l'ISR fait partie de cette composante. Mais ça ne doit pas être l'argument numéro 1 pour investir. Chez Quorum, vous proposez des fonds investis dans 2 grands secteurs. L'immobilier, qui représente près des 3/4 de vos actifs sous gestion, 3,3 milliards pour un total de 4 milliards d'euros. Et les fonds obligataires avec des rendements, on va en parler, qui vont de 2,08% à pratiquement 20%, 19,82 exactement, pour l'un des fonds que vous avez lancé cette année. Oui, alors sur la partie immobilière, on a une gestion qui est la nôtre depuis 10 ans, à savoir un peu contre-cyclique, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les modes, on n'aime pas les belles histoires, voilà, et on aime au contraire les situations qui nous semblent intelligentes sur le long terme. Et par exemple, on a été, à l'annonce du Brexit, on a été sans doute un des premiers étrangers à aller se positionner en Angleterre au moment où tout le monde vendait. Évidemment, on va bien comprendre que si tout le monde vend, les prix baissent, c'est donc vous achetez dans de bonnes conditions. Donc c'est transformer en fait des risques en opportunités. C'est transformer le côté moutonnier du marché en une machine à créer de la valeur plutôt qu'en perdre. Voilà. Et ça, c'est une conviction forte. On l'a fait il y a 10 ans en Espagne. Et après, on a exactement le même type de gestion sur la partie obligataire. C'est-à-dire que la première des choses, c'est en définitive qui crée la valeur, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'obligataire, donc les prêts qu'on fait aux entreprises, qui créent la valeur.
En définitive, c'est pas le marché qui nous environne, c'est pas le marché immobilier, c'est pas le marché obligataire. C'est l'entreprise qui va payer le loyer avant tout, et puis c'est l'entreprise qui va payer un intérêt, donc un coupon, et rembourser son capital. Voilà ce qui crée définitivement de la valeur. Et on a exactement la même stratégie en obligataire, c'est-à-dire que on va là, ce qui nous semble créer de la valeur parce que le marché a décidé que ça valait moins cher, et on s'inscrit dans le long terme. Voilà. Certains nous disent qu'une révolution est en train d'arriver pour l'immobilier de bureau, qu'avec le développement du télétravail, les entreprises auront besoin de moins de mètres carrés et que les prix de l'immobilier de bureau risquent de baisser. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, et c'est les mêmes qui nous expliquaient qu'il y a un an que l'avenir de l'immobilier, c'était l'immobilier de bureau. Et au nom de l'immobilier de bureau, on était capable d'investir son argent avec des rendements de 2%. En espérant peut-être retrouver une mise supérieure à 10 ou 15 ans. Et entre-temps, on touchait des loyers qui représentaient que 2% du capital. Je pense qu'il faut toujours être très attentif aux effets un peu globaux de marché. Oui, il y a un mouvement de fond, c'est indéniable sur l'immobilier de bureau. Il s'est déjà d'ailleurs produit dans le passé. Certaines entreprises ont mis une grande partie de leurs effectifs en télétravail, et puis on s'est aperçu 5 ou 10 ans plus tard qu'elles avaient fait marche en arrière. Bah oui, parce que c'est très bien le télétravail, mais au bout d'un moment, il faut bien qu'on soit connecté pour faire un petit peu de créativité, pour faire du lien. Vous pensez qu'il y a aussi un effet de mode ? Bah évidemment, mais pour autant, il y a une réalité, c'est que l'immobilier, malgré tout, elle est protégée de ces effets de mode. Pourquoi ? Parce que les locataires sont engagés avec des baux plutôt long terme. Un bail, c'est minimum 3 ans. Donc ce qui se passe maintenant, ça aura peut-être des effets dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, mais pas demain matin. Ce n'est pas un effet immédiat. Ensuite, c'est un effet qui va avoir une action correctrice sur les loyers. C'est-à-dire que les loyers, normalement, il va y avoir plus d'offres d'immobilier de bureau que de demandes. Donc l'impact immédiat, c'est le prix des immeubles qui peut baisser et c'est les loyers qui vont baisser. Tout ça va dans le bon sens pour moi. Ça va augmenter la rentabilité de l'immobilier de bureau. Donc il faudra juste ne pas être exposé inutilement avant cette crise, en ayant été, on va dire, raisonnable dans les prix auxquels on a acheté. Mais donc l'immobilier de bureau, au contraire, pour moi, c'est plutôt une opportunité dans les mois, les années qui viennent. Moins de bureaux, mais on aura aussi peut-être besoin de plus d'entrepôts dans l'avenir. On voit comment le commerce évolue. Oui, alors là, c'est un petit peu le miroir de ce que je viens de vous exposer sur le bureau. Alors aujourd'hui, l'idée magique dans l'immobilier, c'est la logistique. Enfin, on parlait il y a 10 ans de logistique, c'était vraiment le parent pauvre de l'immobilier. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs ne regardaient pas ces classes actives qui étaient poussiéreuses dans un coin et pas très nobles sur le plan immobilier. Bon, aujourd'hui, c'est devenu la martingale absolue. Et d'ailleurs, on va remercier Amazon, puisque tout ça suit les grands logisticiens, dont Amazon, avec son modèle qui a bouleversé la distribution et le commerce. Mais pour autant, il ne faut pas payer ça à n'importe quel prix. Et nous, on a plutôt aujourd'hui, par exemple, pour la logistique, on a une attitude un peu différente. On a acheté ça dans très bonnes conditions il y a 5 ou 10 ans. On est ravis de le vendre à des gens qui sont prêts à nous en offrir beaucoup plus cher. Mais de là, acheter la logistique qui va me ramener 3% parce qu'Amazon est le locataire, je ne ferai pas partie de ces investisseurs-là. Comment vous composez justement vos fonds immobiliers ? Alors on a deux types de réflexion. On a une réflexion qui est un petit peu comme celle de Pierre, qui est un peu opportuniste, c'est-à-dire qu'en fonction des événements, en tant qu'épargnant, lui, il va aller choisir les placements qui lui semblent intéressants à l'instant T. On fait la même chose sur des immeubles. Par exemple, on va être capable de saisir un immeuble sur le marché allemand, qui n'est pas un marché très favorable, parce que plutôt cher, où il y a beaucoup d'investisseurs, mais on va tomber à un moment T sur un objet. Donc ça s'appelle de l'opportunisme. Et en gros, pour vous donner une image, dans notre métier, ça correspond un peu à trouver un trèfle à 4 feuilles sur un terrain de football. Alors vous allez me dire, vous avez plus de chances d'en trouver à l'échelle de l'Europe qu'en France, donc qui revient un peu à une jardinière. Donc on s'est donné les moyens d'investir sur toute l'Europe. Et après, l'autre approche, c'est au contraire avoir une stratégie d'évolu à un instant T. Donc ces stratégies d'évolu, on les a eues à une époque, par exemple en Espagne. 2012, il n'y a plus d'investisseurs immobiliers en Espagne. On va faire notre marché dans de très bonnes conditions, avec des locataires qui sont engagés sur long terme, des baux garantis par des maisons mères qui sont en Allemagne, qui nous garantissent le paiement des loyers. Et voilà, on revend 3 ans plus tard. Et ça peut paraître magique après coup. Mais à l'époque, il fallait juste se dire c'était le moment d'investir en Espagne. On a eu exactement la même approche aux Pays-Bas, qui est un marché sinistré. Et puis la même approche également avec l'Angleterre depuis le Brexit. Où en gros, pour vous expliquer les choses simplement, on a investi depuis 3 ans à une livre qui est aux environs de 1,12 en moyenne. Un marché immobilier qui est décoté 30%, là où les gens auxquels on achète ont acheté avec une livre plutôt à 1,40, donc beaucoup plus cher, et des immeubles qui valaient aussi beaucoup plus cher.
Pierre Clasquin, vous continuez d'investir dans l'immobilier malgré tous ces changements, Brexit, on en a parlé, télétravail? Je maintiens effectivement mon approche. Je pense qu'encore une fois, c'est une dynamique de long terme. Comme expliquait bien Frédéric, il y a quand même aussi du choix à la fois de manière géographique, en fonction des cycles, en fonction des monnaies, en fonction des types d'actifs. Je me méfie aussi des effets de mode, type les pays de l'Est, c'est super, la logistique, c'est génial, etc. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur des perspectives de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tout à fait le périmètre pour s'exprimer et pour trouver des choses qui correspondent à ses besoins à travers ce type d'offre. Frédéric Puzin, à part l'immobilier, vous êtes aussi investi dans l'obligataire, les corporate bonds, obligataires d'entreprise. Ça représente un investissement dans l'économie réelle, mais il faut être quand même très sélectif. L'an dernier, il y a eu environ 5% de défauts sur le segment du high yield, donc le haut rendement en Europe. Dans votre portefeuille, c'était seulement 0,3%. Du coup, comment vous effectuez votre sélection ? Par des mots très simples. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on prête de l'argent à des entreprises, des vraies entreprises, qui émettent des emprunts. Donc, on souscrit à leurs emprunts. Et notre métier, c'est de savoir à qui on a affaire. Est-ce que ce sont des entreprises solides qui vont être capables d'honorer le remboursement de leurs dettes dans le temps et de payer les intérêts ? Donc, avant de regarder la complexité financière du sujet, on va juste s'assurer que l'entreprise a les moyens d'honorer sa dette. Et surtout, on va s'assurer que l'emploi qu'elle fait, de l'argent qu'on lui prête, ça va lui permettre de développer ses activités et donc de développer son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Et comment est-ce qu'on fait ? C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le marché a décidé que telle obligation était une obligation absolument géniale et qu'il fallait absolument en avoir dans son portefeuille qu'on l'achète. A contrario, le marché va décider par exemple qu'une entreprise n'a pas d'avenir et qu'il ne faut surtout pas lui prêter. Nous, on va aller un peu plus loin que la sensation du marché. On va vraiment essayer de comprendre où sont les risques, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, pourquoi est-ce qu'elle emprunte de l'argent. Alors j'aimerais quand même qu'on parle de rendement. 19,82% pour un fonds obligataire que vous avez lancé cette année. Comment est-ce qu'on arrive à des rendements aussi spectaculaires ? C'est un accident. Voilà. On essaye depuis le début chez Corum, depuis 10 ans, chez Corum l'épargne, d'avoir des accidents, mais des accidents positifs. Alors on a aussi, par moment, il y a des choses qu'on fait moins bien que d'autres. Notre métier, c'est de gérer. On n'est pas infaillible. Mais il se trouve que cette année, que ce soit sur notre SCPI Eurion, qui a délivré plus de 10% de rendement, ça n'est jamais arrivé dans une SCPI, ou sur ce fameux fonds obligataire, on a eu des rendements extraordinaires. Mais parce qu'on a investi au bon moment sur le marché obligataire, on a choisi les bonnes entreprises, et puis on a derrière surfé sur la reprise de fin d'année. Voilà. Certains avaient pourtant peur qu'il y ait un embouteillage. On a eu beaucoup d'émissions obligataires de corporate bonds. Oui, mais toutes ces émissions ont pris preneur et au-delà de ce qui était imaginé. L'obligataire, c'est plus intéressant que d'investir en actions. On entend souvent sur ce plateau des gérants nous dire que les actions, même si c'est très volatile sur le long terme, offrent le meilleur rendement. Moi, je sais pas, et Pierre aura sans doute un avis différent, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le rendement d'une action. Pour moi, l'action et la bourse aujourd'hui est déconnectée de l'économie réelle. C'est-à-dire que vous avez une sphère qui est la sphère financière, qui évolue indépendamment de la réalité économique. Alors quand je dis indépendamment, oui et non, parce que c'est quand même influencé par l'état des entreprises, etc. Mais au bout du compte, quand on voit que du jour au lendemain, une entreprise va perdre 20% en bourse juste sur une annonce, on se dit qu'elle a été sans doute trop dans un sens et qu'on la ramène trop bas dans l'autre. Et c'est en ça que je pense que l'obligataire est beaucoup plus raisonnable, parce que derrière tout ça, l'obligataire, vous prêtez quand même de l'argent à une entreprise qui vous paye l'intérêt, qui vous rembourse le capital. Pierre, vous êtes un investisseur avisé. Action, obligation, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Absolument, et moi je fais les deux. Donc j'ai plutôt d'ailleurs un tropisme sur les actions, parce que effectivement, quand on a du temps, il y a plus de volatilité, donc il y a aussi de l'intérêt pour jouer, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais les deux sont intéressantes et visent pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut attendre on a un risque plus important clairement sur des actions que sur des obligations. Par contre, on a des rendements potentiellement qui sont plus faibles. Donc c'est toujours d'apprécier ce couple risque versus rendement. Mais je pense que les deux ont leur place dans un portefeuille. Mais Frédéric souligne, on a davantage de visibilité sur les obligations. Alors oui, non, les obligations, c'est compliqué aussi, parce que là, on a un paysage qui est très positif. Une entreprise qui fait faillite, et il y en aura probablement pas mal en 2021, elle ne saura pas servir sa dette. Donc c'est aussi ça qu'il faut apprécier, d'où l'intérêt de la mutualisation. Alors justement, vous me servez cette question sur un plateau, mais est-ce que vous êtes inquiet par rapport au risque de faillite d'entreprise, de défaut cette année, en 2021 ? Alors il y a un phénomène qui est assez nouveau avec cette crise qu'on n'avait pas vécu dans les crises précédentes. Ça a été la réactivité et le niveau de la réaction des États. C'est-à-dire que
les économies ont été refinancées très massivement. On le voit en France avec tous les prêts qui ont été accordés. Et donc, on a donné le moyen aux entreprises de passer cette crise dans très bonnes conditions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la crise, elle n'est pas derrière nous. Elle est encore devant nous, mais je pense qu'on est au milieu du gué. Et ça ne va pas repartir tout de suite. Pour autant, je pense qu'on a donné le moyen à la plupart des entreprises de passer cette crise sans trop d'encombre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Frédéric Puzin, fondateur de Quorum l'épargne. Caroline Bringan, spécialiste en facteurs humains et en approche comportementale. Vous êtes aussi épargnante, comme Pierre Clasquin, donc épargnant avisé, on va dire. L'épargne, vous l'avez compris, un enjeu politique aussi pour 2021. Ça permet de financer l'investissement avec, et je pense que Frédéric nous a convaincus, de bonnes opportunités encore pour les mois qui viennent. Reste avec nous sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.